Michel Zerbib, bonsoir. Bonsoir Claudine. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste depuis de nombreuses années sur la fréquence juive parisienne Radio J. Par votre métier, par votre identité, vos convictions, vous êtes en contact avec la communauté juive. Depuis les événements du 7 octobre, à savoir l'assaut terroriste du Hamas en Israël, une atmosphère lourde d'inquiétude, d'angoisse semble planer en France, où 89% des étudiants juifs ont déjà été victimes de remarques véhiculant des stéréotypes sur les juifs ou d'injures antisémites. Pour rappel, 1518 actes antisémites ont été recensés en France depuis le 7 octobre, mais seulement 30 condamnations ont été prononcées. Comment expliquez-vous ce décalage ? Et vous-même, Michel, quels sont les changements que vous avez pu observer depuis le 7 octobre dans la communauté juive ? Est-ce que l'insécurité est vraiment palpable en France pour les Juifs de France ? Ah oui, vous avez raison, Claudine, ce n'est plus un sentiment d'insécurité, c'est une vraie insécurité. Vous avez parlé de 1500 actes antisémites. Je crois que le ministère de l'Intérieur a donné des chiffres un peu plus élevés, 1800 actes antisémites, et vous aviez raison de le souligner, pas beaucoup de condamnations, une atmosphère très particulière qui a été même un peu hystérique dans les premiers temps après le 7 octobre, où un certain nombre de membres de la communauté juive ne voulaient même plus donner leur nom lorsqu'ils commandaient des repas sur les sites de livraison. Ils ne voulaient plus donner leur véritable nom sur, vous savez, les compagnies de taxi Uber ou autres. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a eu une vraie explosion d'une peur absolue. Et puis, petit à petit, c'est vrai, devant l'énormité de l'événement dont on n'a pas encore mesuré la portée, je pense que, et pour Israël et pour le monde juif en général, ça va durer sans doute des années et des années pour peut-être digérer, comme on dit, accepter ce qui s'est passé, c'est-à-dire d'avoir vécu une sorte d'épisode de la Shoah au plan contemporain en 2023, après 80 ans pratiquement après la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Donc c'est un traumatisme inouï qui a frappé, je pense, le monde juif, mais pas seulement. Oui, j'allais le dire, il ne me semble pas que seulement la communauté juive soit touchée. Oui, ça a été un choc, je crois, pour beaucoup, qu'on peut observer d'ailleurs par les médias, la médiatisation en France. On peut dire que justement la presse française, la presse audiovisuelle, qui les dernières années, les dernières guerres, est plutôt rangée très vite du côté de la cause palestinienne, cette fois-ci a pris la mesure. Alors il y a des médias, évidemment, de la chaîne nationale de France Télévisions qui font un travail tout à fait honnête, correct. Donc, ils ne sont pas évidemment pro-israéliens comme on aurait aimé qu'ils le soient. TF1, pour prendre les plus grosses, bien sûr, télévisions d'information, et puis les chaînes d'information particulièrement se sont distinguées. Et c'est important avec une nouvelle génération de journalistes, notamment sur BFM TV, oui, effectivement. CNews. Oui, tout à fait. CNews que je présentais volontiers, même vis-à-vis de mes collègues, avec un petit sourire. Vous savez, comme la reine de Blanche-Neige, la reine qui se regarde dans le miroir et qui dit qui est la plus belle. Qui est la plus belle. Moi, je posais la question. Et vous êtes belle, ma reine, mais il y a encore plus belle que vous. C'est un peu ce que j'ai dit par rapport à la chaîne d'information CNews, qui en fait a sans doute été encore plus engagée, j'exagère un petit peu, plus engagée, plus pro-israélienne, plus pro-juive même, que Radio J, que j'affectionne, comme vous le savez, depuis plus de 30 ans. Radio juive importante qui prend le pouls de la communauté juive. Et pour revenir au début de votre question, c'est vrai que après ce moment de stupéfaction, ce moment d'interdit absolu, la communauté juive s'est ressaisie, on peut dire, s'est mise debout à l'unisson de ce qui se passe en Israël. Et vous avez vu ces phénomènes extraordinaires de solidarité de la communauté juive à l'endroit d'Israël.
qui laisse rêveur. Ça a été tout à fait phénoménal. Et ce qui se passe en Israël aussi est tout à fait incroyable en termes d'unité, de solidarité, d'action aussi. En France, on a vu aussi, et c'est souvent les femmes qui sont courageuses, il y a des organisations se créer de féminisme au bon sens du terme, oui. comme le collectif du 7 octobre et d'autres, se lever et aller directement affronter ceux qui justement colportent les informations falsifiées et qui participent de la diabolisation d'Israël, comme ce fut le cas ces 25 dernières années. Et on a vu donc des organisations portées par des jeunes gens, des jeunes femmes, aller avec des nouvelles méthodes, on peut dire, de militantisme très spectaculaires, et aller porter la contradiction, notamment aller à des secteurs de l'opinion publique que sont les partis politiques d'extrême gauche, comme la LFI. Ah oui, 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 nous allons en parler d'ailleurs. Nous allons en absolument, parler. Si vous le voulez bien, on en parlera. Mais c'est pour vous donner cet exemple où je pense qu'il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire dans la communauté juive, qui s'est dit finalement Israël a subi, Israël souffre, Israël se bat, c'est le moins qu'on puisse dire. Israël perd ses enfants depuis maintenant plus de 3 mois. Alors je crois qu'en France, on s'est dit il faut quand même être un peu courageux, affronter les choses. Et je pense c'est l'observation que je fais, qui n'est pas scientifique, mais il y a eu une sorte de sursaut où la communauté juive organisée et pas organisée, c'est-à-dire des nouvelles figures militantes ont émergé pour apporter un peu d'imagination, d'enthousiasme, de créativité pour finalement apporter, évidemment tout est relatif, apporter quelque chose aussi à Israël. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'actions. Même à 5000 kilomètres. Oui, tout à fait. Beaucoup d'actions qui sont assez formidables, franchement, et qui me laissent rêveur. Moi qui observe la communauté juive, en effet, je connais bien, française, notamment depuis 30 ans. Là, on est arrivé à une nouvelle génération et qui nous fait honneur et qui me touche énormément. C'est-à-dire, on le voit même avec nos enfants propres qui, eux, étaient habitués à avoir vu leurs parents militer d'une certaine manière et qui s'étaient un peu tenus à l'écart. Et on les voit maintenant intervenir. Je vois des jeunes qui tout d'un coup veulent lire tout ce qui se touche sur Israël, qui veulent intervenir, qui vont sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est ce que j'ai observé, à mon avis, de plus fantastique dans cette situation aussi dramatique. Il y a quand même des petites raisons d'espérer, Claudine. Oui, tout à fait. Et vous avez raison de dire que nos enfants, nos propres enfants, avaient l'air de nous regarder un petit peu has-been lorsque nous étions pro-Israël, pro-communauté. Et là, il s'est passé quelque chose où ils sont passés devant, ils sont devenus pro, mais ils agissent à leur façon sur les réseaux sociaux. Et il y a un travail remarquable d'ailleurs d'un certain Franck Tapiro, que certainement vous connaissez, et qui fait un travail aussi sur les réseaux sociaux et qui est vraiment remarquable. Et voilà, il y a des actions qui relient en quelque sorte Israël à la France. Sur les réseaux sociaux et ailleurs, Franck Tapiro, qui est un ami qu'on connaît, le publicitaire, qui là s'est mis choqué, qu'il a été comme nous tous, traumatisé, on peut dire comme nous tous, depuis le 7 octobre, je crois qu'il a mis ses affaires de côté et qui s'est lancé dans des entreprises bravo. Où il essaye de rassembler toutes les forces vives, toutes les forces militantes de la communauté, notamment des jeunes qui se tenaient un petit peu en marge de tout cela depuis des années et des années. Et donc vous avez raison de saluer son travail assez étonnant de fédération et en même temps d'innovation dans les actions militantes qu'ils peuvent mener. Et ça, on cite évidemment Franck Tapiron, on pourrait citer énormément d'autres personnalités qui émergent. Stéphane Zibi aussi qui travaille avec lui. C'est pas seulement pour vous. Oui, et beaucoup de femmes aussi, de jeunes femmes qui se sont révélées être... voilà, c'est pas pour vous faire plaisir seulement. Non, certainement pas. Je vous connais tellement. Donc moi je suis très impressionné par toutes ces femmes qui, voilà, les collages d'affiches, les affrontements directs avec les militants hostiles à Israël.
Oui. Tout ça est de bon augure. Ça veut dire que, comme dit le dessinateur Johann Sfar, qui lui aussi s'est révélé tout d'un coup être un militant des droits de l'homme, donc la cause juive, nous continuerons à vivre. Hein. Je crois que c'est ça, nous sommes vivants. Son fameux dessin de Haï. Exact. Que j'ai partagé d'ailleurs. Alors, nous allons revenir vers des choses un petit peu plus drôles, tellement elles sont contrastées. Ce sont les déclarations fracassantes de Jean-Luc Mélenchon, qui forcément n'ont pas pu vous laisser indifférent, notamment lorsqu'il dit, je le cite, « Je suis abandonné par la communauté juive alors que j'ai passé ma vie à la défendre ». Que pensez-vous de cette déclaration dans les médias? C'est quand même incroyable. Disons que si la situation n'était pas aussi dramatique, on pourrait en rire. C'est du tragicomique, c'est du grotesque. Oui, c'est le mot. C'est du, comme vous savez, le Gorafi, là, c'est un journal de parodie d'information. Comment peut-on imaginer voir ce Jean-Luc Mélenchon qui maintenant, depuis une quinzaine d'années, est devenu le symbole absolu de la lutte contre Israël, de l'insulte contre la communauté juive, qui est tout simplement accusé dans ses institutions, notamment le CRIF, de diriger la France. On est dans l'antisémitisme à l'ancienne. Hein. Bien sûr. Comme si le lobby juif maîtrisait les rênes du pouvoir. Donc c'est grotesque, mais je dirais qu'il n'y a pas que lui. Et à l'inverse, ces militants et ceux qui sont devenus députés à la faveur des élections législatives dernière, il y a 1 an et demi, beaucoup de députés se sont distingués par une violente expression antisioniste, pour dire les choses poliment, en vérité antisémite. À titre, je dirais, personnel, des fois j'en faisais une affaire personnelle parce que je connais certains de ces députés et je connais aussi leurs parents. Je prends l'exemple d'un député qui s'appelle David Guiraud, député du Nord de la France Insoumise. Oui, on le connaît très très bien. Dont le père, Daniel Guiraud, était le maire socialiste, plutôt pro-israélien d'ailleurs, des Lilas, en Seine-Saint-Denis, dans le 93. Et de voir ça, de voir ces dérapages, celui qui a considéré que les bébés massacrés, c'était Israël, il l'a dit en Tunisie, pays violemment hostile en ce moment avec son président aux Juifs et Israël. Ça nous a laissé pantois, mais il y a tellement d'autres déclarations, des gens, un autre député qui s'appelle Thomas Porte, député LFI encore, qui veut juger les jeunes franco-israéliens qui font l'armée en Israël. On en est là dans les dérapages, sans compter évidemment ce que j'aurais dû dire dès le départ, la position générale de la France insoumise, qui n'a jamais voulu dénoncer le caractère terroriste des massacres du 7 octobre et considère le Hamas in fine comme un mouvement de résistance. Tout ça, ça fait beaucoup, et beaucoup d'analystes politiques l'ont montré. Je crois qu'aujourd'hui, l'épouvantail à la démocratie, et notamment l'épouvantail dans l'antisémitisme ou l'antisionisme, comme on voudra, est devenu la France insoumise et non plus le Rassemblement national, anciennement Front national, à tel point que dans la communauté juive notamment, mais pas seulement, eh bien, pour résumer les choses un peu simplement et directement, s'il y avait d'aventure, à Dieu ne plaise, une opposition entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, je pense que la communauté juive, en grande partie, choisirait aujourd'hui de voter même pour Marine Le Pen pour évidemment, on le comprend. Empêcher l'arrivée au pouvoir d'un Mélenchon qui est vécu comme un aventurier, sorte de révolutionnaire, mais avec la principale caractéristique qu'il est devenu violemment antisémite et qui laisse se déchaîner ses passions, notamment chez les députés du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Alors justement, à ce sujet, en parlant d'antisémitisme, et ça sera notre dernière question, cher Michel, comment est-ce possible que ce Jean-Luc Mélenchon, tout ce parti, soit proprement
est distinctement antisémite et ne soit pas sanctionné, alors que, nous le savons bien, l'antisémitisme est un acte condamnable en France. Comment est-ce possible de faire de telles déclarations, ou plutôt d'éviter les déclarations et ne pas être sanctionné? C'est tout de même étonnant, non? L'homme politique est un homme rusé. Je Oui. parle de Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon. C'est un chevronné, c'est un vieux briscard, comme on dit parfois, qui connaît toutes les arcanes de la politique et qui sait aussi utiliser le langage qui lui permet toujours d'échapper à une attaque en diffamation ou Voilà. apologie Tout à fait. du terrorisme. Là, il se débrouille très bien pour ça, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de ses lieutenants, dont je citais quelques noms tout à l'heure, Oui. Daniel Obono, Thomas Porte ou encore Daniel Guiraud, qui eux ont des actions en justice contre eux. David Guiraud, vous voulez dire? Diligentés par David Guiraud, Thomas Porte, Oui. Daniel Obono, Mm. c'est elle qui a d'ailleurs considéré que le mouvement Hamas, C'est qui un mouvement de massacre des résistance. femmes, des enfants, est un mouvement de résistance. Donc il y a la différence entre un Mélenchon qui sait utiliser, qui s'est enflammé, mais en se couvrant d'une certaine manière par une certaine habileté sémantique, de vocabulaire. Et donc pour l'instant, il échappe à l'attaque directe, Oui, tout à fait. mais au bout d'un moment, ça ne va pas tenir longtemps. Et il faut reconnaître qu'il y a une dérive. Alors la grande question, c'est de savoir si Mélenchon est antisémite ou pas. C'est même plus la question, c'est qu'il favorise l'expression de l'antisémitisme dans ses Tout rangs à et fait. un petit peu partout ailleurs, qu'il joue sur il mise, toute sa mise est aujourd'hui concentrée sur un électorat musulman qu'il considère, Bien c'est sûr. un manque on peut dire de respect pour les musulmans de France, qu'il considère comme acquis à la cause du Hamas, et donc il veut capitaliser sur cette communauté. Il aimerait, et c'est vrai que lors des élections présidentielles, 70% de la communauté musulmane a voté pour Mélenchon. Oui. Donc il se dit, il a encore une chance en misant son va-tout, en quelque sorte, sur la communauté musulmane. C'est un pari risqué, c'est un pari aussi incendiaire, mais à mon avis, c'est la dernière chance pour lui de renverser la table, comme le sous-tend son idéologie, qui est une idéologie dont on avait oublié qu'elle se voulait révolutionnaire en France. Il joue avec le feu, il joue avec les allumettes, et il est responsable aujourd'hui, ça c'est mon avis personnel, il est responsable en grande partie aujourd'hui de la recrudescence très spectaculaire des actes antisémites dans la société française. Eh bien, écoutez, mon cher Michel, ravi de vous avoir entendu et de nous avoir éclairé sur la situation en France. J'espère que nous aurons l'occasion à nouveau de vous réentendre avec de bonnes nouvelles. Entre-temps, je vous souhaite encore une belle et une merveilleuse année 2024. Et je vous dis à très vite sur les ondes d'Alliance, le premier magazine de la communauté juive. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Claudine, et à bientôt, en effet, peut-être sur Radio J, tiens. Peut-être, why not? Merci beaucoup, au revoir.